Bonjour. Et déjà, merci Katou, parce que cette causerie, j'aime pas le mot conférence pour des raisons très précises, mais qu'on ne va pas évoquer ici. J'aime bien le mot causerie. Cette causerie, en fait, c'est Katou qui m'avait demandé des affaires pour le Centre méditerranéen des littératures orales à l'automne passé. Et donc, on rend à César ce qui est à César. Merci Katou. Alors c'est une causerie. Et en même temps, elle avait des exigences, elle m'avait demandé d'entremêler. Donc de la causerie, des anecdotes historiques, un ou deux contes peut-être, quelques poèmes, d'entremêler plein de formes de paroles pour évoquer des choses. Pour partager un point de vue, en fait. Alors un point de vue au sens propre du terme point de vue. Un endroit d'où l'on regarde. Un point de vue sur cette Méditerranée, mer Méditerranée, et sur le rapport au regard sur la mer Méditerranée. Et il y a un truc, premier truc qui me vient quand je pense à la Méditerranée au regard, c'est que depuis toujours c'est important ça. D'ailleurs en hébreu et en arabe, l'œil se dit haïn. Mais ça veut aussi dire la source des larmes, la source de l'émotion. Et quand j'étais enseignant cirque, je l'ai appris, la source de tout mouvement chez l'être humain. Bon, je vais préciser un truc, c'est juste, comme je dis, un point de vue. Forcément, les points de vue, c'est fait pour être multipliés. On ne connaît une chose que si on multiplie les points de vue. Voilà, j'ai mon anti-sèche. Et par contre, à la différence d'une conférence, j'ai pas envie de tirer un fil rouge, juste envie d'évoquer des liens qui m'apparaissent. J'ai pas envie d'élaborer un raisonnement, mais de partager des résonances. Voilà, c'était pour la petite introduction explicative. Mon métier, il est né de la rencontre d'une certaine culture aux portes du désert, de la rencontre d'une certaine manière de regarder le monde, de regarder la vie. Et c'est là-bas, parmi les berbères sahraouis, que je me suis dit que ça valait le coup de rentrer en France pour travailler là-dessus, travailler sur notre culture. Et au moment où j'allais quitter le désert, un des berbères sahraouis de la tribu là-bas, il m'a pris entre quatre yeux, il m'a dit « Toi, tu quittes ce désert, mais le désert, il ne te repousse pas. » Wow. Ah, c'est un peu bête, hein, mais 25 ans plus tard, ça me remue encore l'émotion quand j'y pense. Le désert ne te repousse pas. C'était un adoubement. J'avais là-bas une famille, une patrie, une tribu. Le désert ne te repousse pas. Et cette connaissance, cette reconnaissance, elle ne pouvait venir que du regard de l'autre. Il n'y avait que ce regard à ce berbère sahraoui pour me donner cette connaissance. Que j'avais là-bas une tribu, une famille. Que moi, de Parisien, de Breton, j'étais aussi sahraoui parmi les Sahraouis. Dans le regard de l'autre. Alors du coup, je suis rentré en France, j'ai commencé à bosser sur la culture. Et cette connaissance, cette reconnaissance, elle a résonné en moi aussi quand j'ai découvert le livre Origine d'Amin Maalouf, quand j'ai découvert son introduction. Dans l'introduction de son livre, Amin Maalouf nous dit « D'autres que moi auraient parlé de racines. Je n'aime pas le mot racine, ce n'est pas mon vocabulaire. Les racines s'enfuisent dans la boue, s'épanouissent dans les ténèbres. Elles retiennent l'arbre captif au prix d'un chantage. Tu te libères, tu meurs. Les arbres doivent se résigner, les hommes pas. Je suis d'une tribu qui nomadise depuis toujours, dans un désert aux dimensions du monde. Nos pays sont des oasis que nous quittons lorsque la source s'assèche. Nos maisons sont des tentes en costume de pierre. Nos nationalités sont affaires de dates ou de bateaux. Seuls nous relient les uns aux autres, par-delà les générations, par-delà les mers, par-delà le babeille des langues, le bruissement d'un nom. Et en effet, personnellement, pour moi, la Méditerranée n'est pas une mer,
autour de laquelle se trouvent des pays. Non, la Méditerranée est un pays. Et est un pays depuis 3000 ans où l'on existe dans le regard des autres. Depuis les Grecs homériques, depuis Homère, depuis Ulysse. D'ailleurs, Ulysse, pourquoi il rentre à Ithaque? En fait, il y a une déesse, Calypso, qui lui propose l'immortalité et l'éternelle jeunesse s'il reste à ses côtés. En fait, Ulysse rentre à Ithaque pour une seule et claire raison. C'est que s'il ne rentre pas, il n'existe plus. S'il ne rentre pas à Ithaque, il ne pourra plus se voir dans le regard des siens. D'ailleurs, c'est ainsi qu'il se définit lors de tout son voyage. Il se définit comme étant père de Télémaque, fils de Laërte, époux de Pénélope, roi d'Ithaque. Ce qui définit, ce qui lui permet d'exister, c'est le regard de son fils qui le regarde comme un père, le regard de son père qui le regarde comme un fils, le regard de son épouse qui le regarde comme un mari et le regard des gens d'Ithaque qui le regardent comme un roi. Sans ce regard des autres, il n'existe plus. Il n'y a pas de Ulysse. Dans tous les mythes grecs, c'est quelque chose qui va revenir à de nombreuses fois. Par exemple, quand Ulysse rentre à Ithaque, alors son chien, vous connaissez tous l'histoire, son chien reconnaît tout de suite. Pour l'animal, l'instinct suffit. Par contre, ça ne va pas être simple pour lui de se faire reconnaître par les siens. Il est sous cette forme de mendiant, hirsute, et en fait, il va devoir semer des signes, semer des sémas, disent les Grecs. Il va devoir semer des signes pour être reconnu comme un père par son fils. Là, le signe est simple, c'est au moment où Ulysse engueule son gamin comme un père engueule son fils, que Télémaque fait « Ok, t'es mon père ». Il va semer des signes pour avoir cette connaissance, cette reconnaissance dans le regard des autres. Et il n'y a pas que dans l'Odyssée d'Ulysse, dans le mythe de Persée. Vous connaissez Persée? C'est une question. Celui qui a effrité avec la gorgone méduse. Vous savez, la gorgone méduse, ses cheveux sont mi-serpents entrelacés. Un seul regard de la gorgone et tu deviens statue de pierre. La gorgone, c'est le miroir de la mort, le regard de la mort en face. Eh bien, pourquoi est-ce que le jeune Persée va donc au-devant d'une mort certaine? On ne peut pas vaincre la gorgone, on ne peut pas la combattre, on ne peut pas la regarder. En fait, un soir, il est au château du roi. Les Grecs étaient mangeurs de pain, buveurs de vin. Ils se définissent comme ça. Alors bon, c'est un festin, c'est un banquet, on mange un peu de pain, on boit du vin, on boit du vin, on boit du vin. Et la soirée finit par une sorte de concours de cadeaux au roi. Sauf que quand il demande au jeune Persée, « Et toi, jeune homme, qu'offriras-tu à ton roi ?» Mais Persée, il a mangé un peu de pain, mais il a bu du vin, il sort « Moi, mais je te ramène tout ce que tu veux, je te ramène. Si tu veux, je te ramène même la tête de la gorgone méduse. » Bon, on en dit tous de sort qu'on a trop picolé. Le lendemain matin, Persée se réveille, sans doute avec un sacré mal de tête, mais là le problème c'est qu'il a parlé. Il a dit qu'il ramènerait la tête de la gorgone méduse. Et il y a quelque chose qui nous informe vraiment de la pensée des Grecs à l'époque, c'est un vase. Les seules sources qu'on a vraiment sérieuses pour les mythes grecs, c'est Homère, Hésiode et les vases. C'était les bandes dessinées de l'époque. Et sur un vase, on voit Danaé, sa mère, le doigt tendu, et le jeune Persée, la tête baissée, qui part sur le chemin. Pour les iconographes, le sous-texte est évident. Mon fils, tu es ce que j'ai de plus précieux au monde. Il t'arriverait le moindre mal, jamais je pourrais m'en remettre. Mais tu as parlé. Maintenant que des mots deviennent des actes. On ne peut pas, en Grèce pré-archaïque, revenir sur sa parole. Car alors, comment nous regarderaient les autres? Ce serait le déshonneur. Dans le regard des autres. Comme Achille, le plus grand guerrier grec, parce qu'il a choisi la vie courte. Les Grecs envisageaient deux façons de pouvoir mener une vie humaine. Soit la vie longue, où tu vas avoir tes cultures, ton chant, tu auras une femme, des enfants. Puis quand tu meurs, d'une certaine manière, tu accéderas à une forme d'immortalité par le fait que tes enfants te succèdent et leur succéderont leurs enfants. Mais toi, on va t'oublier. Ou alors, c'est la vie courte. Tu meurs jeune, dans la gloire du combat. Et là, les poètes chanteront ta gloire pour toute éternité.
Ça a marché pour Achille, d'ailleurs on continue à parler de lui 3000 ans plus tard. Hein. C'est-à-dire Achille voulait se reconnaître dans le regard des autres et dans le regard des générations futures comme étant un grand guerrier. C'est une civilisation de l'honneur et du déshonneur, la Grèce pré-archaïque. Une civilisation où j'existe, je suis, en fonction de comment on me regarde, de comment on me voit. Et à propos de ce comment on me voit, il y a quelque chose qui pour moi est particulièrement important sur cette mer Méditerranée, c'est le rapport à l'hospitalité. Chez les Grecs pré-archaïques, il y a 3000 ans, Zeus a un attribut, il est le Xénios, l'hôte, celui qui vient frapper à ta porte pour demander un petit bout de pain à un endroit où dormir. Conclusion, l'hospitalité, la loi la plus sacrée pour les Grecs à l'époque. Bon, ce qu'on comprend aisément, quand tu sais que le gars qui vient frapper à ta porte pour avoir un coin où dormir et un petit bout de pain, s'il se met en rogne, il peut t'envoyer un éclair dans la figure, 30 000 mégavolt, j'ai cherché. Bon, bah, t'ouvres ta porte. C'est l'hospitalité, la loi la plus sacrée, et par rapport aux littératures orales, dans les mythes grecs, dans 80% des cas, c'est un manque de respect d'hospitalité qui va déclencher l'histoire. Pourquoi y a-t-il eu une guerre à Troie? Ce n'est pas du tout parce que Ménélas a perdu sa femme et que ça lui a brisé le cœur. Non, Paris a enlevé Hélène, peut-être que ça a brisé le cœur à Ménélas, mais c'est pas ça, ça ne mérite pas une guerre. Par contre, Paris recevait l'hospitalité de Ménélas. L'hospitalité, c'est toujours un échange de dons et de contre-dons, de respect. Et c'est alors qu'il était sous le toit de Ménélas, sous son hospitalité, qu'il enlève sa femme. Ça mérite une guerre. De la même manière, vous avez tous un peu conscience de ce qu'a traversé Oedipe. Hein? Moyen rigolo comme vie. Pourquoi est-ce que la lignée d'Oedipe, les Labdacides, ont-ils été ainsi maudits? Parce que ces enfants, moyen rigolo aussi. Hein. Tout commence par son père, Laïos. Quand Laïos est jeune homme, il est à l'étranger, il reçoit l'hospitalité d'un roi étranger. Et alors qu'il est sous le toit de ce roi, il essaye de courtiser son fils. Le fils du roi refuse les avances de Laïos. Laïos insiste, le fils se suicide. Laïos a insulté les lois d'hospitalité. Ça va maudire toute sa lignée. Lui, qui mourra de la main de son fils, Oedipe, avec tous les aléas qu'on connaît, ses deux fils qui vont s'entretuer, Antigone, toute sa lignée. Tout ça à cause d'un manque d'hospitalité. Parce que pour un Grec, il y a 3000 ans, il est inimaginable de ne pas pouvoir se voir dans le regard des autres comme étant l'hôte accueillant. Et il est inimaginable de ne pas pouvoir se regarder dans le regard, dans le miroir de celui qui nous accueille comme étant dans le respect de ce don et contre-don de la loi d'hospitalité. Bon, ça a changé depuis le rapport à l'hospitalité en Méditerranée, mais on en parlera plus tard de ça. Il n'y a pas que en Grèce, il y a aussi, et puis il n'y a pas que les individus, il y a aussi nos cultures qui se regardent. Il y a quelques anecdotes historiques que je trouve passionnantes dans comment les cultures se sont regardées, enrichies les unes les autres, entremêlées. Comme par exemple, lors des croisades. Je m'excuse par avance pour la petite anecdote historique que je vais partager avec vous. Lors de la première croisade, lorsque les Francs, au nom de Jésus, Dieu d'amour, arrivent en Asie mineure, ils font le siège de la petite ville de Mahara. Les assiégés savent qu'ils auront beaucoup de mal à résister à cette armée. Les croisés font promesse de vie sauve si on leur ouvre les portes de la ville. Les habitants de Mahara, sachant qu'ils ne pourront pas résister bien longtemps, décident de faire confiance en cette parole donnée. Ils ouvrent les portes de leur forteresse. Quand les croisés rentrent dans la ville de Mahara, ils passent hommes, femmes, enfants par le fil de l'épée. Les historiographes arabes qui ont retransmis cet épisode parlent du fait qu'on marchait dans le sang et les viscères jusqu'à mi-cuisse. Mais là n'est pas l'horreur. C'est qu'à ce moment-là, l'armée croisée a eu des problèmes de pénurie, des problèmes d'intendance. Ils n'avaient plus rien à manger. Alors ils ont découpé les croisés adultes en morceaux, les ont fait bouillir dans des marmites, ont fait rôtir des enfants à la broche et se sont nourris de chair humaine. Pendant 1 an, des fanatiques croisés continueront
à piller les villages d'Asie mineure pour continuer ce forfait, manger la chair humaine. Et là, brusquement, on comprend la facilité avec laquelle les armées croisées se sont emparées du Moyen-Orient. Car le bruit s'est répandu comme une traînée de poudre. Et brusquement, on regardait les croisés comme des cannibales sanguinaires. Alors quand on sait que l'armée qui vient vers toi, si tu la mets de travers, il risque carrément de te becter, la résistance était moyenne. Hein. A contrario, 2 siècles plus tard, le sultan Saladin, celui que certains nomment le sultan chevalier, porte siège autour de la ville de Jérusalem. Les habitants de Jérusalem savent qu'ils auront du mal à vaincre l'armée de Saladin. Et Saladin, lui, est méditerranéen. Il lui tient à cœur de pouvoir être vu dans le regard des gens comme étant noble. Il fait promesse de vie sauve si on lui ouvre les portes de la ville de Jérusalem. Les habitants de Jérusalem décident de faire confiance à cette parole donnée, ils ouvrent les portes de la ville. À ce moment-là, un des propres généraux de Saladin lui dit « Saladin, on n'a pas à tenir notre parole face à ces chiens d'infidèles, égorgeons-les !» Saladin regarde son propre général et lui répond « Eh, à eux j'ai fait promesse de vie sauve, toi je t'ai rien promis, ok ?» La traduction approximative. Hein. Saladin va même aller jusqu'à escorter les croisés qui le désirent avec toute leur richesse jusqu'à la prochaine ville franche pour être sûr que les brigands ne les attaquent pas en chemin. Il voulait se voir d'une certaine manière dans le regard des autres. Et ça allait jusqu'à un point qu'il y a une anecdote que j'adore. L'anecdote du chevalier d'Anglure. C'est un chevalier croisé qui est fait prisonnier par le sultan Saladin. Or, le sultan Saladin n'a pas de cœur de le faire enfermer dans un cul de basse-fosse. En échange de sa promesse qu'il ne cherchera pas à s'évader, il le garde dans son château comme familier. Sauf que le temps passe et la rançon ne vient pas. Oui, parce que la guerre hier ou aujourd'hui, ça fonctionne un peu sur les mêmes principes. Hein. Ça coûte. Donc quand on fait des prisonniers, c'est bien pour les échanger contre une monnaie sonnante et trébuchante. Donc la rançon ne vient pas. Et puis avec le temps, Saladin et Chevalier d'Anglure se sont liés d'amitié. Ça commence à embêter notre sultan de garder un ami captif. Alors il finit par lui dire, écoute, mon ami, tu vas rentrer chez toi, là, dans tes pays francs. Là-haut, tu réuniras la somme qui m'est due, tu me la fais venir, et voilà, on est quitte. Le chevalier d'Anglure rentre en ses pays de France, sauf que Anglure n'était pas l'aîné de la famille, c'était le cadet. Du coup, l'argent, c'est pas pour lui. Eh non, il n'arrive pas à réunir la somme. Que fait le chevalier d'Anglure? Il retourne en Palestine, à Jérusalem, se constituer prisonnier auprès du sultan Saladin. La parole, c'est la parole. Anglure aussi voulait pouvoir se voir de cette manière dans le regard des autres. Sauf que là, Saladin, ça l'embête vraiment. Alors, non seulement Anglure était son ami, mais il montre un tel sens de la parole, un tel honneur, sens de l'honneur, que de garder captif, vraiment, ça l'embête. Et en même temps, il ne peut pas renoncer à sa rançon. Non, de quoi il aurait l'air. Il va finir par lui dire, écoute, mon ami, la rançon, elle est importante. Je ne peux pas y renoncer, mais je peux en changer les termes. Ce que je te demande ne sera pas une rançon d'or et d'argent, mais une rançon d'honneur. Rentre chez toi en tes pays de France, et que chaque premier fils de ta lignée porte mon nom, Saladin, pour m'honorer. Anglure est rentré chez lui. Il eut un fils qui s'appela Saladin d'Anglure, qui eut un fils qui s'appela Saladin d'Anglure, qui eut un fils qui s'appela Saladin d'Anglure. En 1930, vivait un botaniste du nom de Saladin d'Anglure. Et la dernière fois que j'ai partagé cette anecdote, on m'a informé qu'aujourd'hui encore vit un chercheur, Bernard Saladin d'Anglure. La parole, c'est la parole. C'est ces cultures-là qui ont fait écrire à Omar Khayyam, le poète du XIe siècle. Honore les esprits forts si tu peux hardiment et jette par-dessus bord prières et ramadans. Écoute une vérité d'Omar Khayyam, bois du vin, sois bandit de grand chemin et donne royalement.
Parce que si je donne royalement, comment je vais être vu dans le regard des autres? Bon, alors c'est bon, je peux boire du vin et me faire plaisir. C'est aussi Omar Khayyam qui écrivait que personne n'a à subir le poids de ta colère. Souffre seul, ô victime, sans que l'on puisse te traiter de bourreau. On existe dans le regard. À peu près aux mêmes époques, nos cultures elles se sont rencontrées en un autre lieu aussi en Espagne. Vous avez tous entendu parler du califat d'Al-Andalus? Ouais. Pendant 8 siècles, l'Espagne fut ce califat d'Al-Andalus où juifs, chrétiens, musulmans, main dans la main, traduisaient les philosophes grecs, jetaient les bases de ce qui deviendra la médecine moderne. On a tous entendu parler de Maïmonide, de Avicenne. Moins de gens savent que Avicenne s'appelle Ali ibn Sina, Averroès, Ibn Rushd, Al-Andalus. Jusqu'à ce qu'on appelle la Reconquista, Al-Andalus, c'est cette terre qui a permis à Ibn Arabi d'écrire ce court poème. Auparavant, je méconnaissais mon compagnon si sa religion différait de la mienne. Mais à présent, mon cœur est devenu capable de prendre toutes ses formes. Une prairie pour les gazelles, un temple pour les idoles, la Kaaba du pèlerin, les tables de la Torah, le livre du Coran. Je professe sa religion de l'amour en quelque direction que prennent ses montures. L'amour est ma religion et ma foi. Ibn Arabi. Tel était le califat d'Al-Andalus, l'âge d'or, jusqu'à ce qu'on appelle la Reconquista. Alors là, je vais faire une petite parenthèse, parce que je trouve ça super intéressant. C'est toujours comment on regarde les choses, comment aussi on regarde l'histoire passée. La reconquête. Al-Andalus, pendant 8 siècles, était le califat d'Al-Andalus. Avant cela, ces terres étaient peuplées d'Ibères, de Goths et de Wisigoths. Et au moment où, venus du nord, des guerriers normands et aquitains viennent s'emparer de ces terres-là, on appelle ça la reconquête. Bon, tu vas me dire, les Américains ont libéré l'Irak, pareil. En tout cas, lors de la Reconquista, les guerriers normands et aquitains arrivent juste au sud des Pyrénées, devant la petite ville de Berbestro. Ils s'en emparent, et là, ils sont tombés amoureux de cette culture-là, de la cuisine épicée, l'architecture, et c'est Kian, des jeunes poétesses, danseuses, chanteuses andalouses. D'ailleurs, un de ces guerriers est tellement tombé sous le charme de ces poétesses que, comme tribut de guerre, il en ramena 50 en son château. 50 poétesses qui faisaient résonner les vers des poètes arabo-andalous, comme les vers de Ibn Hazm. Ibn Hazm qui disait « Un jour, quelqu'un m'a demandé mon âge, après avoir vu la vieillesse grisonner sur mes tempes et les boucles de mon front. Il m'a demandé, excusez-moi, je lui ai répondu 1 heure, car en vérité, je n'ai vécu pour rien le temps que j'ai vécu ailleurs. Il m'a dit, expliquez-vous, que dites-vous là? Voilà bien une chose très étonnante. Je dis alors, un jour, j'ai donné un baiser furtif à celle qui tient mon cœur. Quelle que doive être la longueur de mes jours, je compterai que ce court instant, car il a vraiment été toute ma vie. Ces poétesses avaient ce genre de verbe en elles, d'Ibn Hazm, d'Ibn Arabi, de ces poètes arabo-andalous qui chantaient l'amour au-dessus de tout. Et elles arrivent au château de ce guerrier aquitain où grandit son fils. Son fils, qui s'appelait Guillaume, qui grandit baigné, nourri par cette poésie arabo-andalouse. Aujourd'hui, ce petit bout de bonhomme, on s'en souvient comme d'étant Guillaume d'Aquitaine, le premier troubadour. C'est toute la poésie arabo-andalouse qui va ensemencer le chant des troubadours, qui lui-même ensemencera tout le roman d'amour courtois. Dans nos cultures qui se regardent les unes les autres, je trouve cette anecdote assez touchante. D'ailleurs, dans les mythes aussi, si vous êtes férus de contes, de mythologie, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se sont rendus compte de ça, comment nos mythes se sont regardés entremêlés. Par exemple, est-ce que vous savez comment a été conçu le roi Arthur? Non? En fait, le roi de Bretagne
le roi Uther, roi des deux Bretagnes, un soir est dans son château, et il vient de fonder ce nouvel ordre de chevalerie, les chevaliers de la table ronde. Et arrive là son vassal, son ami, son allié, Gorlois de Tintagel, accompagné de sa femme, la belle Hygerne. On disait en Bretagne que Hygerne était la plus belle d'entre les plus belles. Ben, ça n'a pas raté. Dès que Uther a aperçu Hygerne, il a fondu. C'était un roi breton, en termes de finesse, c'est pas forcément ça. Aussitôt, il dit à un de ses familiers, va la voir, il me la faut, elle est trop belle, il me la faut. Sauf que Hygerne est fidèle. Elle repousse les avances qui lui sont faites. Uther insiste, Hygerne finit par en parler à son époux Gorlois. Gorlois se vexe des avances qu'Uther fait à sa femme. Au milieu de la nuit, accompagné de tous ses hommes, il quitte ce château d'Uther et rentre chez lui en la lointaine Tintagel. Bon, dans le lendemain matin, tout le monde est étonné de voir que Gorlois et les siens sont partis. Seul Uther en sait la véritable raison. Il fait mine de s'en offusquer. Quoi, ce Gorlois se dit mon allié, mon ami, mon vassal, et il ose quitter mes terres sans dire au revoir. C'est un affront que je ne laisserai pas passer. Mes hommes à vos armes, nous allons combattre Tintagel. Ils s'en vont porter la bataille au port de Tintagel, pour des beaux yeux d'Hygerne. Sauf qu'ils ont beau guerroyer. Tintagel, c'est comme un vrai vaisseau de pierre accroché à la montagne. Une forteresse imprenable. En désespoir de cause, Uther s'en va quérir l'aide de Merlin. Merlin va accepter, à une condition, que si un enfant naît de cette union, il lui soit confié au jour de sa naissance. Puis il ira, accompagné d'Uther et d'un de ses chevaliers. Ils se rapprocheront de la forteresse de Tintagel. Merlin donnera à Uther une plante de magie parée, faisant... C'était un peu tôt, le mariage c'est plus tard dans l'histoire. Bon, grâce à cette magie de Merlin, parce que ça peut durer donc on va faire avec, Uther aussitôt est métamorphosé, transformé en la parfaite ressemblance du duc Gorlois de Tintagel. Ça tombe bien, ce soir-là, le duc était au combat, Uther se présente au château, les gardes, croyant voir leur maître, ouvrent les portes, Hygerne, croyant voir son époux, ouvre ses bras, ils passeront cette nuit-là tous les deux entrelacés. Au petit matin, Uther se hâte de se carapater. C'est ainsi que sera conçu le roi Arthur. C'est Robert de Boron au XIIIe siècle. Bon, t'arrêtes ces cloches quand même. Robert de Boron au XIIIe siècle qui mettra cette histoire par écrit. Hein? Bon, on va attendre là parce que... Bon. Entendu ce qui s'est passé avec Hygerne. Ok. Vous avez entendu, vous, ce qui s'est passé avec Hygerne? Ouais, hein. Bah, t'as qu'à... Ton appareil, il l'aura pas entendu non plus, faut que tu le redises. T'as qu'à être moins loin. Bon, en gros, Merlin, boum, magie. Uther se transforme en la parfaite ressemblance de Gorlois. Il se présente au château, on lui ouvre les portes, il se présente auprès d'Hygène, elle ouvre ses bras. Ils passeront cette nuit-là tous les deux entrelacés, explorant la joie des corps entremêlés. Et le lendemain, ils se carapatent en vitesse. Ainsi sera conçu le roi Arthur. Le romancier dont on tire ce mythe, ce morceau de mythologie, c'est Robert de Boron au XIIIe siècle. Il faut savoir que les clercs, les romanciers à l'époque, avaient une culture gréco-latine. Vous souvenez-vous de comment a été conçu Héraclès? Non. Héraclès. En fait, Zeus tombe amoureux de la belle Alcmène. Il se transforme en beau jeune homme, se présente à elle. Je suis le grand Zeus et je voudrais bien faire câlin poutou d'amour avec toi. Sauf que Alcmène est l'épouse d'Amphitryon, elle est fidèle. Elle le repousse. Zeus profite d'un jour où Amphitryon est parti combattre au loin. Il se présente en la demeure d'Alcmène sous la parfaite ressemblance d'Amphitryon. Alcmène lui ouvre les bras. Ils passeront cette nuit-là tous les deux entrelacés.
Ainsi sera conçu le grand Héraclès. Intéressant, hein, comment les mythes ils se regardent les uns les autres. Alors, tiens, je vais me venger un petit peu des curés. Je ne devrais pas dire comme ça. Tout le monde se souvient de Ève croquant la pomme? Bien sûr. Tous les tableaux où on voit Ève croquant la pomme. J'adore ces tableaux. Alors, je ne suis pas spécialiste en botanique. Par contre, à ma connaissance, des pommiers dans le désert de Palestine, je les vois plus en Normandie. Mais bon, il y a un truc qui est clair. À aucun moment dans la Bible, il n'est fait mention d'une pomme. Il est fait mention de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ah tiens, c'est marrant par contre, si on monte en Angleterre, si on tourne chez Merlin, le pommier était l'arbre de la connaissance chez les Celtes. D'ailleurs, on connaît 2 Merlins historiques. L'un des 2 était poète, et un de ces 2 poèmes, les seuls qu'on ait retrouvés, est un poème au pommier, arbre de la connaissance. À chaque fois qu'on voit un tableau représentant Ève croquant une pomme, c'est du vieux mythe païen qui est transmis. Comme quoi, nos cultures, nos mythes, nos histoires, elles ne font pas que se regarder les unes les autres, elles s'entremêlent, elles s'ensemencent les unes les autres. Je vais revenir à cette histoire de regard avec un petit autre chose. Il y a un bouquin que j'ai trouvé passionnant à une époque, c'est Richard Sennett, La conscience de l'œil. C'est un urbaniste. Il a étudié comment se construisaient les villes en fonction de nos cultures. Et pour les États-Unis, par exemple, il s'est rendu compte que les États-Unis, parmi les premiers immigrants, il y avait beaucoup de religieux, de gens très, 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 très religieux, et qui en fait voulaient quitter l'Angleterre parce qu'il y avait, selon eux, trop d'extérieur pour leur développement spirituel. Donc, ils sont allés sur une terre sans peuple, où il n'y a pas d'extérieur, où ils pourront se consacrer entièrement à leur spiritualité. Alors bon, pour l'extérieur humain, les Indiens, on sait comment ça s'est passé. Hein, mais c'est comme ça qu'on comprend comment était fabriquée la ville américaine. En fait, on ignore, on ne regarde pas d'extérieur, on regarde comme une source de dérangement, comme un danger, pas comme une richesse. Donc, comment on construit notre ville? On pose le quadrillage. S'il y a un lac et une colline, il n'y a pas ces routes qui serpentent. Non, on pose le quadrillage en ignorant le lac et la colline. Ou alors, dans les cas les plus extrêmes, on rase la colline pour boucher le lac. Parce qu'on perçoit l'extérieur comme étant une source de danger, de dérangement. C'est marrant, c'est venu en France, ça. Je crois que c'est ça qui explique le fait que, des fois, pour aller chez les gens, on se retrouve à l'entrée de la résidence, il y a un digicode, on prend la petite allée, là on se retrouve devant une porte, il y a un interphone, on monte les 2 étages, et là on se retrouve avec une porte avec 5 verrous. Comme quoi, ce qui vient du dehors, on le perçoit comme étant un danger, on le regarde comme étant un danger, comme étant un dérangement. A contrario d'autres pays, tiens, que je vais évoquer ce rapport à ce qui vient du dehors autrement. D'abord, moi, c'est à l'extérieur, c'est en allant à l'extérieur que dans le regard de l'autre, j'ai aussi parfois senti des fleurs se poser sur mon cœur par rapport à qui je suis intimement. Un exemple, c'est j'ai grandi avec Jacques Brel dans les oreilles, beaucoup. Ça faisait partie des trucs qu'écoutaient mes parents. Et Jacques Brel, il m'a construit, il m'a nourri, quoi. Il s'est mélangé à mes atomes, à ma chair. Alors, quel bonheur! Ce jour où j'étais dans un petit village de l'Alsace marocain, on était devant un petit bar, il n'y avait pas d'éclairage public, et là, il y a un berbère de l'Alsace, habillé avec un petit costume, il était très chic, les pieds dans la boue, qui se met à me chanter du Jacques Brel. Wow. Ça a été une reconnaissance. Il me confirmait que Brel, c'est pas rien, quoi. Il ne chantait pas du Woolsey. De la même manière, non, après je ne connais pas en fait Woolsey. Il ne chantait pas du Alexandrie, Alexandra, quoi. Non, il chantait du Brel. De la même manière, gamin, je suis tombé amoureux de Jean Giono. Mais vraiment amoureux de Jean Giono, il a bousculé ma vie. Je n'ai jamais entendu parler de Giono avec autant de tendresse, d'intelligence et de clairvoyance que par ce professeur du lycée Tariq à Azrou, en plein Alsace marocain.
jamais en France, j'ai entendu autant de passion pour Jean Giono. Ben, d'une certaine manière, pour moi, c'est comme un cadeau, une reconnaissance. C'est ce regard des autres qui, en moi, venait confirmer que je ne me plantais pas forcément complètement. Dans ce regard des autres, autour de la mer Méditerranée, il y a un poète, Nazim Hikmet. Nazim Hikmet qui a écrit un texte qui me touche particulièrement. Aux écrivains d'Asie et d'Afrique. Mes frères, en dépit de mes cheveux blonds, je suis asiatique. En dépit de mes yeux bleus, je suis africain. Chez moi, là-bas, les arbres n'ont pas d'ombre à leurs pieds, tout comme chez vous, là-bas. Chez moi, là-bas, le pain quotidien est dans la gueule du lion, et les dragons sont couchés devant les fontaines. Et l'on meurt chez moi avant la cinquantaine, tout comme chez vous, là-bas. En dépit de mes cheveux blonds, je suis asiatique. En dépit de mes yeux bleus, je suis africain. 80% des miens ne savent ni lire ni écrire. Et cheminant de bouche en bouche, les poèmes deviennent chansons. Là-bas, chez moi, les poèmes deviennent drapeaux, tout comme chez vous, là-bas. Mes frères, couplés au bœuf décharné, nos poèmes doivent pouvoir labourer la terre, pénétrer jusqu'aux genoux dans le marais des rizières, poser toutes ces questions, rassembler toutes ces lumières, telles des bornes kilométriques. Ils doivent distinguer avant tout le monde l'ennemi qui approche, battre le tam-tam dans la jungle, et jusqu'à ce qu'il ne reste plus sur terre un seul prisonnier, un seul pays captif, ni dans le ciel un seul nuage atomisé. Tout ce qu'ils possèdent, leur intelligence et leur pensée, toute leur vie, pour la grande liberté, nos poèmes. Ben, ça ne me cause pas mal, ce poème. Moi, le Parisien breton, à qui un jour, on a dit le désert ne te repousse pas, et qui devenait aussi Sahraoui parmi les Sahraouis. Par rapport aux dangers de l'extérieur, dans d'autres cultures, c'est vécu autrement. Il y a une petite histoire qui se raconte sur tout le sud du bassin méditerranéen, l'histoire de Nouribé. Nouribé était un grand seigneur. Un grand seigneur. Nouribé était un passionné de cavale, de chevaux. Il possédait des troupeaux fantastiques. Mais plus précieux que tous ces troupeaux, Nouribé possédait un étalon, un cheval au sang tellement fougueux, tellement vif, qu'à lui seul, il valait plus que tous les autres troupeaux. Nouribé, il avait un ami, Mahmoud. Mahmoud, un autre grand seigneur, un autre passionné de cavale. D'ailleurs, ils avaient un petit jeu tous les deux. À chaque fois que Mahmoud venait voir son ami Nouri, il essayait de lui acheter son étalon. Et à chaque fois, Nouri refusait. Mahmoud, ce cheval-là, j'y tiens plus qu'à la prunelle de mes yeux, jamais je le vendrai. Et à chaque fois, Mahmoud essayait, à chaque fois, Nouribé refusait. Jusqu'au jour où Nouribé a eu des revers de fortune. À la fortune, c'est comme tout, ça va, ça vient, ça s'en va, c'est pas toujours que ça revient. Il a tout perdu. Il s'est retrouvé dans une misère noire. Mahmoud, il a entendu parler de ça. Il s'est dit, je vais aller voir mon ami Nouri. Je ne peux pas laisser dans cette situation. Aujourd'hui, je vais lui acheter son étalon. Je vais lui en donner une fortune. Comme ça, il pourra remonter ses affaires, se sortir de cette misère. Alors, Mahmoud, il est venu chez Nouri. Sauf que, vous savez, c'est des pays où on prend le temps. Voire même où on laisse autant le temps de prendre son temps. Alors, ils ont commencé par partager le thé en parlant de la santé, de la famille. Puis, ils ont partagé le repas en parlant de choses et d'autres. Puis, ils ont repartagé un thé. Et quand ils avaient suffisamment pris le temps de laisser autant de temps de prendre son temps, Mahmoud en est venu au sujet de sa visite. Il a dit, Nouri, regarde dans quelle misère vous vivez, toi et tes gens. C'est pas possible. Aujourd'hui, laisse-moi t'acheter ton étalon. Je vais t'en donner un trésor. Tu vas pouvoir refaire partir tes affaires, te sortir de cette misère. Mais là, Nouri, il a coupé. Il a fait, arrête, Mahmoud, Safi. Ça ne sert à rien qu'on parle de ça tous les deux. Mahmoud, tu sais quoi? Tu viens me voir, mon ami. Toi, mon ami, sous mon toit. Mais tu sais, Mahmoud, oui, c'est la misère. Moi et mes gens, depuis plusieurs jours, on est au pain et à l'eau. Et mon ami Mahmoud, il vient me voir. Et je ne pourrais pas lui offrir l'hospitalité. Naradine, c'est pas possible. Alors ça ne sert à rien de parler, parce que le cheval, toi et moi, on vient de le manger.
y a deux définitions au mot culture. L'ensemble des richesses intellectuelles d'un groupe donné, ou l'ensemble des manières de vivre, d'être, de partager d'un groupe donné. Les contes, c'est pas fait pour faire joli. D'ailleurs, un jour, j'étais dans une forêt d'Atlas marocain avec ma petite famille. On avait un fourgon. Et puis, le matin, on se réveille dans la clairière et il y a une voiture, une petite famille de la ville à côté, d'Azrou. Ils faisaient leur jogging, un petit pique-nique. Alors, on se rend compte, on se dit bonjour. Et cette année-là, enfin, je l'avais fait. Depuis tant que les jeunes berbères me disaient « T'as amené du whisky et du saucisson ?» Cette année-là, j'avais une bouteille de rhum. Donc, le gars, je sers 2 petits verres de rhum, je lui propose de trinquer. Il prend mon verre, on trinque, il rajoute même une petite blague. Il fait « Tu sais, mon ami, moi j'ai 3 filles. Et dans le Coran, c'est écrit, quand tu as 3 filles, si tu les amènes à l'âge adulte en ayant bien pris soin, les portes du paradis te sont grandes ouvertes. Santé !» Et on boit. 10 ans plus tard, je ne l'ai jamais vu toucher une seule goutte d'alcool. Jamais. Il fait ses 5 prières par jour. Mais là, il se passait une chose. C'est moi, j'étais l'étranger. J'étais dans sa forêt. Dans sa terre. S'il refusait mon cadeau, d'une certaine manière, c'est moi qui le refusais. Alors, au-dessus de toutes ces lois religieuses, il a respecté la loi la plus sacrée de la Méditerranée, la loi d'hospitalité. Et on a trinqué. Il y a une autre anecdote. Pareil, c'était à Azrou. Azrou, c'est un pays de montagne. Donc une année, je vais avec ma petite famille, on a un fourgon, on descend en plein hiver, on va où il fait chaud. Hein. Et on se retrouve à Azrou, bloqué dans sa neige. Toutes les côtes sont fermées, toutes ces routes sont coupées. On reste bloqué 10 jours chez notre ami. Bon, on avait le fourgon garé en bas. Tous les jours, pendant 10 jours, chaque soir, il me disait « Pourquoi est-ce que tu ne dors pas là? Regarde toute la place qu'on a, il y a des banquettes de partout, on a la place dans la maison. » Et sauf que nous, on avait le fourgon, il y avait des gamins qui étaient tout faits, puis en même temps, ça me permettait de fumer une clope et de boire un coup. Moi, j'étais bien en bas. Le seul moyen de m'en dépêtrer, c'était de lui répondre à la berbère, du faire « Mais tu sais, mon ami, j'accepte ton hospitalité, regarde, je suis dans ta chambre au rez-de-chaussée. » Et là, ça passait. Tous les soirs, il a réinsisté pour qu'on dorme sous son toit. Tous les soirs, j'esquivais. Jusqu'au matin où on part. La veille encore, il avait insisté. Le matin où on part, il m'attrape, il me prend entre 4 yeux, il me fait « Je voulais te dire merci. Ça fait 10 jours qu'on est chez toi, que tu nous fais manger, que tu fais des cadeaux à mes gamins et c'est toi qui vas me dire merci. Je voulais te dire merci. Parce que tu sais, toi et ta femme, vous n'êtes pas mariés. Et nous, dans la religion, c'est mal. Alors, si c'est sous mon toit, c'est comme si j'étais un peu complice. Ça me salit. Alors, je voulais te dire merci d'avoir dormi dans ton estafette en bas. » L'hospitalité, la loi la plus sacrée. Avant, un petit poème pour vous dire de au revoir. Il y a une autre anecdote. C'est la Méditerranée, je vous disais, est un pays. Je ne sais pas si elle est encore le même pays sur toutes ses rives. J'étais sud-Espagne, au sud du sud de l'Espagne, avec mes gosses. On était à Tarifa. Je ne sais pas si vous voyez, Tarifa, ça fait comme une pointe comme ça. C'est la pointe sud, la pointe septentrionale, septentrionale de toute l'Europe. Et au bout de cette pointe, la ville qui fait une pointe, il y a une digue. Et au bout de cette digue, une petite presqu'île. Et quand tu es sur cette digue, c'est génial. À gauche, tu as la Méditerranée, à droite, tu as l'océan Atlantique. Et c'est quand même fort. Surtout que selon les marées, des fois, ça fait ça. Franchement, je vous avoue, dans le cerveau, ça fait super bizarre. Non, parce que tu sais que l'eau, en général, c'est plat, quoi. Et là, tu te dis, comment c'est possible? Et ça ressemble à quoi de l'autre côté de la petite presqu'île, quoi? Est-ce que la mer fait une marche? Non. Bah ouais. Je voulais savoir. Alors, avec mes filles, on y va. Sauf qu'à l'entrée de la presqu'île, il y a la Guardia Civile, l'équivalent de la gendarmerie, qui nous a bouché le passage. Ils ont dit, c'est interdit de passer. C'est interdit d'avancer. Car cette petite presqu'île, le petit morceau de terre le plus au sud de toute l'Europe, c'est un centre de rétention. Une prison pour sans-papiers. Le premier lopin de terre
que le continent africain peut voir de l'Europe est une prison pour sans-papiers. Ben, moi, ça m'a fait mal. Ça m'a fait profondément mal. Moi, le Parisien breton à qui un Sahraoui a dit « Le désert ne te repousse pas », ça me fait encore mal de penser à comment on a oublié qu'on existe dans le regard des autres. Et d'imaginer comment le monde entier peut regarder aujourd'hui l'Europe avec tous les gens morts en mer Méditerranée. Enfin, nos regards s'entremêlent. Et pour vous dire au revoir, les contes, c'est pas fait pour endormir les enfants, c'est pas fait pour être joli, les poèmes non plus. Par contre, ça a eu de beauté pour parler. Je voulais vous dire au revoir avec un petit extrait d'un poète que je ressens comme ayant le cœur d'Ibn Arabi, d'Ibn Hazm, d'Omar Khayyam, de ces poètes que j'ai évoqués tout à l'heure, sauf que ce n'est pas la même époque. Un poète contemporain, Mahmoud Darwish, qui est mort il y a quelques années. Alors je vais vous faire juste des extraits de ce poème, sinon on en a pour une demi-heure. Le poème de la terre, Mahmoud Darwish. En mars, l'année de l'Intifada, la terre nous a divulgué ses secrets sanglants. En mars, 5 fillettes sont passées devant les lilas et les fusils. Debout à la porte d'une école primaire, elles se sont enflammées de roses et de teints de pays. Elles ont inauguré le champ du sable, sont entrées dans l'étreinte définitive. Mars vient à la terre des entrailles de la terre, il vient, et de la danse des jeunes filles. Les lilas se sont légèrement courbés pour que passent ces voix des fillettes. Les oiseaux ont tendu leur bec en direction de l'hymne et de mon cœur. Je suis la terre, et la terre c'est toi. Khadija, ne referme pas la porte, ne pénètre pas dans l'oubli. En mars, 5 fillettes sont passées devant les lilas et les fusils. Elles sont tombées à la porte d'une école primaire. Sur les doigts, la craie prend les couleurs des oiseaux. En mars, la terre nous a divulgué ses secrets. Je nomme la tourbe, prolongement de mon âme. Je nomme mes mains, trottoir des plaies. Je nomme les gravats, ailes. Je nomme les oiseaux, amandes et figues. Je nomme mes côtes, pierres. Et du figuier de la poitrine, je détache une branche et je la lance telle une pierre. Et je détruis le char des conquérants. En mars, se réveille la terre. Madame la terre, quel est l'hymne qui s'avancera sur ton ventre ondulant après moi? Quel est l'hymne qui sied à cette rosée et à cet encens? Je t'en conjure, Madame la terre, Élie demeure en moi. Fais-moi habiter ton hennissement. Et t'en conjure, ensevelis-moi auprès des fillettes entre les lilas et les fusils. Et t'en conjure, Madame la terre, fertilise le cours de cette existence, oscillant entre 2 questions. Comment et où? Voici mon printemps avant-coureur, mon printemps définitif. En mars, la terre a donné ses arbres en mariage. En mars, les ombrages sont soyeux et les envahisseurs sans ombre. Les oiseaux sont mystérieux, semblables aux confessions des filles, et clairs comme les chants. Les oiseaux sont nombre portés des chants sur le cœur et les mots. Khadija et tes petites filles en partance pour leurs amours nouvelles. Elles sont parties cueillir quelques pierres, répond Khadija. Puis elle harangue la rosée sur les pas. En mars, la terre avance tel le sang frais à l'heure du midi. Khadija, ne referme pas la porte sur toi. Ne pars pas dans les nuages. Il pleuvra aujourd'hui. Aujourd'hui, il pleuvra du plomb. Et pleuvra aujourd'hui. En mars, l'année de l'Intifada, la terre nous a divulgué ses secrets sanglants. 5 fillettes à la porte d'une école primaire attaquent les parachutistes. Un vers de poésie illumine la scène, verte, verte. 5 fillettes à la porte d'une école primaire se brisent. Miroir, miroir. Les fillettes sont le miroitement de la patrie sur le cœur. En mars, la terre a mis le feu à ses fleurs. Un petit soir sur un village négligé, 2 yeux endormis, je reviens 30 ans en arrière et 5 guerres. Et je témoigne que le temps me réserve un épi.
Le chanteur chante ce feu et les étrangers. Le soir était soir et le chanteur chantait. Il l'interrogeait. Pourquoi chantes-tu? Et il répondait, parce que je chante. Ils fouillèrent sa poitrine, ne trouvèrent que son cœur. Fouillèrent son cœur, ne trouvèrent que son peuple. Ils fouillèrent sa voix, ne trouvèrent que sa tristesse. Fouillèrent sa tristesse, ne trouvèrent que sa prison. Ils fouillèrent sa prison, ne trouvèrent qu'eux-mêmes, enchaînés. Derrière les collines, le chanteur s'endort solitaire. En mars, les ombrages s'élèvent de son corps. Khadija, j'ai vu et cru ma vision. Elle m'emporte dans son élan et m'emporte dans ses airs. Je suis l'éternel épris, le captif évident. Les orangers empruntent mon verdoiement et devient l'obsession de Rafa. Je suis la terre depuis que je connais Khadija. Il ne me connaissait pas pour me tuer. Ma fillette, sa terre. T'ont-ils connu pour t'égorger, enchaîné de nos rêves, pour qu'ainsi tu descendes à nos plaies l'hiver? T'ont-ils connu pour t'égorger, enchaîné de leurs rêves, pour qu'ainsi tu t'élèves vers les nôtres au printemps? Je suis la terre. Vous qui allez au grain de blé dans son berceau, labourez mon corps. Vous qui allez à la montagne de feu, passez sur mon corps. Vous qui allez au rocher de Jérusalem, passez sur mon corps. Mais vous, gens de passage sur mon corps, no pasaréis. Je suis la terre dans un corps, no pasaréis. Je suis la terre dans son éveil, no pasaréis. Vous qui traversez la terre dans son éveil, je suis la terre, no pasaréis. No pasaréis. No pasarán. Mahmoud Darwish, le poème de la terre, le poète palestinien, dont les vers en fait ne sont pas palestiniens mais méditerranéens, dont l'histoire est celle du peuple espagnol, des peuples berbères, une seule et même histoire, une seule mer, un seul pays. Et c'est quand qu'on abattra les frontières. Je vous remercie pour votre écoute attentive. Et ah non, c'est raté. Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a à peu près 40 secondes, ça chantait. J'aurais voulu que ça continue à chanter pour juste pouvoir dire « Bon, c'est pas que chiant. » Merci encore.